Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris. Je suis Annick Dechenet et pour chaque épisode, je vous emmène à la rencontre des chercheurs du numérique pour qu'ils partagent avec nous leurs recherches et leurs innovations. Aujourd'hui, je reçois Mounaïm El Yacoubi. Il est expert en intelligence artificielle et on va parler de l'apport de l'IA au domaine de la santé. Bonjour Mounaïm. Bonjour. Vous connaissez le principe. La première question, c'est le CV Express. Vous êtes qui ? Je suis professeur à Télécom Sud Paris depuis 2008. Alors, mon parcours, il est assez atypique. Alors, j'ai fait ma thèse en France, au milieu industriel, au service de recherche de technique de la Poste à Nantes, sur le tri automatique du courrier manuscrit français. Et ensuite, je suis parti en Amérique, notamment au Canada, aux États-Unis, où j'ai travaillé toujours sur le même domaine. Et depuis 2008, en fait, je suis retourné en France en tant qu'enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris et je me suis concentré plus sur la biométrie, l'interaction homme-machine de manière générale, l'analyse de la mobilité humaine, avec un focus spécial sur la santé numérique. Mounaïm, vous êtes un spécialiste de l'IA en santé digitale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos activités de recherche ? Depuis quelques années, j'ai collaboré avec des collègues avec l'hôpital Broca à Paris. On a travaillé sur la détection de la maladie d'Alzheimer à partir de signaux tels que l'écriture sur tablette, la voix et la marche, en utilisant des méthodes avancées d'intelligence artificielle. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur la détection du diabète et la détection d'hypoglycémie et d'hyperglycémie avec une association de médecins, des cliniques, une start-up. Et finalement, il y a un projet en cours qui traite de la détection du Parkinson. La maladie de Parkinson, parlons-en. Pourquoi et comment on utilise l'intelligence artificielle pour cette pathologie ? Oui, effectivement. Alors déjà, le projet, donc c'est un projet européen qui met en collaboration 5 pays, donc la Belgique, Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne et la France. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est d'essayer d'utiliser des signaux non invasifs, des techniques non invasives par rapport à l'existant. Je parle de la voix, donc on peut collecter facilement à partir d'un microphone, de la marche, et puis des vidéos de visage, des technologies non coûteuses qu'on peut collecter un peu n'importe où avec son smartphone, etc., avec de simples microphones ou un PC. Et l'idée, c'est étudier dans quelle mesure utiliser ces signaux avec l'aide de l'intelligence artificielle pour détecter ou caractériser le Parkinson peut servir de proxy ou compléter des techniques plus invasives, coûteuses qui existent traditionnellement, telles que la génomique, l'analyse des imageries IRM ou tout ce qui est études ou tests cliniques. D'accord. Et donc, en fait, ces signaux dont je parle, donc la voix, le visage, la marche, en fait, c'est des signaux très bruités parce qu'une même personne peut marcher de différentes façons ou parler de différentes façons, etc. Donc, il y a pas mal de bruit. Et donc, il est nécessaire d'utiliser l'intelligence artificielle qui sait en fait traiter tout ce qui est lié à l'incertitude ou le bruit qui peut être relatif à ce genre de signaux. Alors, une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que l'IA va remplacer le médecin dans ce cas ? Alors, c'est une question effectivement importante. Il y a 2 écoles, en fait, je dirais. C'est qu'il y en a qui peuvent prôner même, en fait, que l'IA, donc l'intelligence artificielle, peut se substituer au médecin. Cela peut être vrai, mais vraiment de manière très restreinte pour quelques tâches très spécifiques. Par exemple, l'analyse d'images de bonne qualité. Mais en général, l'IA ne doit pas et ne peut pas se substituer au médecin qui va tenir beaucoup plus du contexte, de la relation avec le patient, etc. Donc, moi, comment je vois et comme beaucoup d'autres chercheurs voient l'utilisation de l'IA, c'est plutôt un support qui permet l'aide au diagnostic qui va être utilisé par le médecin lui-même. Vous avez dit qu'il y a 5 pays impliqués dans ce travail de recherche sur la maladie de Parkinson. Alors, comment travaillez-vous ensemble ? Chacune des équipes travaille sur un aspect particulier. Donc, nous, à Télécom Sud Paris, je travaille avec ma collègue Diana Petrovska et des chercheurs. On travaille en fait sur la détection et la caractérisation du Parkinson à partir de la voix. Donc, on essaie de détecter une dégradation de la voix qui serait symptomatique du Parkinson. Et puis aussi de l'absence de mouvement suffisant dans les expressions des visages, ce qu'on appelle l'hypomimie. Donc, on fait cela en collaboration étroite avec l'ICM, l'Institut du cerveau et moelle épinière à Paris, donc à Pitié-Salpêtrière.
où la collecte de données, donc auprès de patients, se fait dans cet hôpital et on a effectivement l'aide et l'expertise des médecins qui collaborent avec nous. Et puis les autres équipes, il y en a en fait qui travaillent plutôt sur les données cliniques, d'autres qui travaillent sur les données génomiques, donc des méthodes plus classiques. Il y a une équipe à l'Université de Namur qui travaille plus sur les aspects éthiques. Et puis, une équipe dans une association à Madrid qui travaille plus sur la relation avec les patients, sur les aspects acceptabilité de la technologie auprès de patients qui ont le Parkinson. Et où en êtes-vous aujourd'hui? Donc, le projet arrive à terme dans 6 mois, plus ou moins, ou un peu moins. Dans notre équipe, en fait, on a obtenu des résultats, des performances très intéressantes, que ce soit au niveau de la voix ou bien au niveau du visage. Et à terme, donc d'ici quelques mois, on va essayer de combiner les deux technologies à la fois pour avoir encore une fois une meilleure aide au diagnostic. Donc, on collabore étroitement avec les médecins, les experts de l'hôpital, les neurologues, etc. Aujourd'hui, ils sont au courant des résultats qu'on a obtenus. On a des publications communes. Et donc, on peut espérer qu'à moyen terme, voire court terme, il y a des startups qui peuvent être intéressées par notre technologie pour la mettre en œuvre pour utilisation éventuellement à l'hôpital. Quels sont les avantages pour TSP comme pour l'hôpital de ce type de collaboration? C'est une composante clé d'un projet comme celui-ci, en ce sens que nous, donc, on a une expertise en ingénierie, en informatique, en intelligence artificielle, alors que les médecins, les neurologues, leur expertise sur la maladie elle-même, la maladie de Parkinson. Donc, la collaboration non seulement est souhaitable, mais est nécessaire, parce qu'effectivement, tout ce qui est lié à l'expertise sur la maladie, les informations clés qui peuvent être utiles à nous en tant qu'ingénieurs et chercheurs, et elles vont provenir des médecins à l'hôpital. C'est une collaboration win-win, effectivement. On parle beaucoup et partout de ChatGPT. Est-ce qu'il peut être utilisé en santé de manière générale? C'est une question importante et d'actualité. Alors, ChatGPT aujourd'hui est devenu omniprésent. Alors, il faut savoir que ChatGPT est déjà utilisé beaucoup en santé aujourd'hui, que ce soit en support des médecins dans leur activité de recherche, voire même les étudiants en médecine. Mhm. Pour l'aide au diagnostic, par exemple, vous savez, le chat GPT, ça permet d'entamer une conversation avec un patient, par exemple, et à travers des questions ciblées que peut faire ChatGPT à la personne, il peut voilà, lui demander de répondre à un certain nombre de questions sur des symptômes que la personne peut avoir, sur comment la personne se sent au niveau émotionnel, etc. Et ce genre de conversation va permettre à ChatGPT d'établir une sorte de diagnostic, entre guillemets, avec des probabilités qu'il pourrait communiquer au patient lui-même, voire à son médecin ou à sa famille. Donc, ChatGPT peut permettre effectivement l'aide au diagnostic. Et donc, cela a un bénéfice immense puisque ce genre de choses peuvent se faire à la maison sans que la personne ait besoin de se déplacer à l'hôpital ou avoir un rendez-vous, etc. Et on parle déjà de la version 4 qui peut aller beaucoup plus loin? Effectivement, il peut en fait acquérir une image pour établir une sorte de diagnostic. Pareil, il peut laisser la personne parler, acquérir le son de la parole et puis essayer de détecter, par exemple, il y a des études qui se font pour la détection du diabète à partir de la voix. Donc, il peut aller beaucoup plus loin que juste la conversation au niveau texte pour traiter et les images et le son. Donc, on comprend qu'on peut aller très très loin avec ChatGPT, mais quels sont les aspects éthiques importants à ne pas oublier quand on utilise l'IA en santé? Effectivement, c'est une question extrêmement importante et d'actualité. D'ailleurs, que ce soit au niveau de l'Europe, aux États-Unis et d'autres pays, il y a des lois qui sont mises en place par rapport à ces aspects éthiques. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? L'un des principaux soucis, en fait, des aspects éthiques de ChatGPT et autres modèles de ce type, c'est le caractère privé de la donnée. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, voilà, on peut acquérir la voix ou l'image, voire la conversation au niveau texte. Alors, il faut s'assurer que ce genre de données reste privé et ne se retrouve pas dans le cloud, par exemple, où d'autres personnes vont avoir accès à ce genre de données. On donne beaucoup l'exemple au niveau de la recherche des compagnies d'assurance qui peuvent avoir accès à ce genre de données et puis voilà, décider de ne pas octroyer une telle assurance à une telle personne parce que cette personne aurait un grand risque d'avoir le diabète, par exemple. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects éthiques à prendre en compte? Un autre aspect éthique qui n'a rien à voir, c'est comment faire en sorte que toutes les populations
aient accès de manière équitable à ce genre de technologie. Et puis, en fait, il faut savoir aussi tout ce qui est l'usage malveillant. Donc, en fait, les problèmes éthiques vraiment sont nombreux. C'est un sujet vraiment d'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup Mounaïm El Yacoubi pour cet éclairage sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Merci à vous. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Tous les épisodes sont à retrouver comme d'habitude sur vos plateformes préférées. Et moi, je vous dis à bientôt.